sur le micro. Voilà, c'est la phrase de 2020 et je pense de 2021. Pardonnez-moi. Donc, Candice Lourdin, cabinet de Saint-Front, j'en suis la directrice générale. Est-ce que vous m'entendez bien du coup? J'espère que ça va aller. Sinon, je vais parler dans le vide et ça va servir à personne. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez désormais? Super, merci beaucoup. Donc, je suis ravie de vous retrouver là pour ces 45 minutes ensemble pour parler de ce sujet qui me passionne, société à mission, et en particulier, du coup, de l'évaluation à la fois du comité de mission et de l'OTI, et aller chercher quelle complémentarité, en sachant que voilà, il y avait beaucoup de questions qui émergeaient sur le rôle de l'OTI, donc ça nous semblait important de pouvoir, du coup, éclaircir certains points. Alors, ce que je vous propose pour ces 30 minutes ensemble, c'est de balayer très rapidement un tout petit peu d'actualité sur les sociétés à mission, redonner des bases réglementaires du coup de cette qualité d'entreprise, et en particulier du rôle du comité de mission et de l'OTI, de focaliser et d'approfondir du coup leur propre périmètre d'évaluation et de faire une synthèse du coup de leur rôle avant de passer à la partie questions. Est-ce que pareil, dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez besoin que je vous rappelle un petit peu des éléments réglementaires sur le fait, les différentes étapes pour devenir société à mission? Ou alors est-ce que je passe assez rapidement? Sur ces éléments-là, avant de passer à l'actualité. Je vais le faire rapidement, comme ça au moins ce sera autoporteur. Yes, pas de problème. Du coup, pour être société à mission, en fait, déjà c'est une démarche volontaire, mais tout ça, ça s'inscrit plus largement dans la loi Pacte, qui déjà, en fait, quelle que soit en fait l'entreprise, son objet social a été modifié par l'article 1833 du Code civil pour du coup intégrer une prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Après, on part sur du coup deux autres articles, le 1835 du Code civil et le L210-10 du Code du commerce, où on est là plutôt sur une dimension volontaire pour les entreprises, soit de définir simplement une raison d'être statutaire, ou quand on est en chemin pour devenir société à mission, c'est qu'on a défini une raison d'être statutaire, des objectifs statutaires, sociaux et environnementaux, un comité de mission et d'autres choses sur lesquelles je vais revenir. En tout cas, vous avez les références du coup des articles de loi sur cette page. Et donc, pour revenir très rapidement sur les actualités, bon, c'est aucune vertu d'exhaustivité sur le sujet, hein, mais en tout cas, 3 points que je voulais un petit peu aborder. Le premier, c'est que, vous le savez peut-être, on est membre du coup de la communauté des entreprises à mission qui, du coup, œuvre pour créer du contenu et un certain état de l'art sur, du coup, la meilleure manière possible de devenir société à mission et le rôle de ce type d'entreprise. Et qui, du coup, voilà, c'est une communauté assez formidable et qui est très bouillonnante et qui a créé notamment, du coup, un observatoire qui a sorti un baromètre à la fin d'année et qui montrait qu'en grosso modo, à fin 2020, on était à 88 sociétés à mission recensées par leur questionnaire. Mais voilà, j'ai un petit peu extrapolé. Je pense qu'aujourd'hui, on est largement à 100 et voire un peu plus parce que vu le nombre d'appels que nous recevons d'entreprises de toute taille pour se renseigner sur le sujet, j'ai bon espoir que du coup, ce type de structure d'entreprise et de qualité d'entreprise se développe fortement. Après, d'un point de vue réglementaire, en termes d'actualité, hein, s'il y a besoin de préciser quel est le corpus réglementaire global, j'y reviendrai bien sûr. Mais en tout cas, en termes d'actualité, là se joue au niveau de la DG Trésor, en fait, la finalisation de l'arrêté qui va vraiment donner beaucoup de précision, en tout cas l'espère, sur les diligences de l'OTI et le contenu de son avis motivé. Et donc, on est sollicité à travers la commission RSE de la CNCC. La CNCC, c'est la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, pour du coup donner notre avis sur quelques mots, quelques nuances notamment qui sont réfléchies dans le cadre de cet arrêté. Donc du coup, ça va être, je l'espère aussi, un séance sous peu au journal officiel. Et de notre côté CDSF, nous aussi, on est société à mission, hein, je vais y revenir. On a été évalué par notre comité de mission à la fin d'année 2020, également par notre OTI, et en gros, tout est prêt depuis décembre, mais on attend leur rapport, leur ROTI, rapport d'OTI, pour du coup pouvoir le publier et s'en prévaloir, bien sûr. Et en fait, eux, ils attendent du coup des précisions quant au contenu pour avoir un rapport tout de suite conforme. Donc voilà, en tout cas,
On peut vous parler de ce sujet-là parce qu'on est passé en fait par toutes les étapes demandées par du coup la réglementation pour devenir société à mission, et on est à la fois du coup acteur et aussi du coup assez externe en s'imprégnant et en participant à différents groupes de travail. Du coup, base réglementaire, je ne vais pas y revenir. On va juste faire un focus précisément. Donc, pour être société à mission, il faut avoir défini sa raison d'être et des objectifs statutaires. Et il faut, du coup, pouvoir faire preuve des modalités pour suivre l'exécution des objectifs qui ont été fixés, suivre l'exécution de la mission en général. Et donc, du coup, le législateur a pointé un organe spécifique à créer qui s'appelle le comité de mission, qui doit être distinct des organes de gouvernance de l'entreprise, qui doit comporter au moins un salarié et qui doit mener différents travaux, et c'est l'objet de la suite de notre webinaire, pour du coup produire un rapport annuel qui s'appelle le rapport de mission et qui est joint au rapport de gestion. Et il double du coup en fait cette évaluation par un comité de mission, par un avis du coup d'un organisme tiers indépendant, un OTI, du coup qui intervient tous les 2 ou 3 ans selon la taille de l'entreprise, pour du coup se prononcer sur l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux. Et donc, pour essayer de donner un petit peu du coup de matière à ces différents points réglementaires amenés par le L210-10 du Code du commerce, et je vais vous parler de nous parce que c'est le sujet que je connais le mieux, on va dire, sur cette démarche-là, même si on accompagne des clients depuis du coup le travail sur la raison d'être jusqu'à la constitution de leur comité de mission et donc la réflexion sur leurs objectifs également. Donc nous, notre raison d'être, c'est qu'on veut participer à changer le monde avec 4 convictions fortes. C'est ceux qui mettent l'humain au centre, qui regardent le long terme, qui sont innovants et qui agissent dès maintenant en faveur de la planète. Ce sont eux les acteurs de demain. Nous réalisons cette mission de responsabilité sociétale en révélant et développant ces richesses. Notre ADN, nos valeurs, c'est rire, apprendre, écouter, éclairer, agir. Rire, pour faire court, c'est grosso modo d'être sérieux sans se prendre au sérieux, mais c'est surtout aussi avoir beaucoup de recul et prendre de la distance par rapport à tout ce dont on souhaite du coup étudier. Et puis pour finir, évidemment, tout ça ne sert qu'à agir parce qu'on est là pour essayer de bouger les lignes et de participer à un changement. Et donc, on se définit comme des semeurs de responsabilité sociétale. Donc cette raison d'être, du coup, elle est dans nos statuts depuis le mois de juin 2020 et on l'a déclinée en 4 objectifs statutaires. Donc l'humain, l'idée de mettre l'humain et la qualité de vie au centre de nos priorités. Le temps, derrière le postulat, c'est que le temps est plus important que l'argent et que nous, on veut du coup travailler sur le développement de tout le monde dans l'équipe et donc quel que soit son poste et ses responsabilités. Le climat, parce qu'il y a une urgence climatique et du coup, on veut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre par personne. Et là, typiquement, le travail de l'OTI, c'est qu'il a regardé notre raison d'être et puis il a vu ces 3 objectifs et il s'est dit, il manque quelque chose un petit peu. Et ce qui fait qu'en fait, le travail avec l'OTI nous a amené à réfléchir et à poser un 4e objectif, qui est celui lié en fait au fait d'embarquer en fait notre écosystème vers notre raison d'être et même peut-être leur raison d'être. Vous voyez, en fait, le fait de soumettre nos objectifs à nos différentes parties prenantes, il y a d'autres choses qui viennent et qui nous font mûrir aussi. Donc, ça reste, nous, on a la capacité de faire vivre un petit peu ces objectifs statutaires s'il faut les modifier à la suite de différentes réflexions. Et donc, comme je vous disais, notre comité de mission s'est réuni et a rendu son rapport de mission et on est en attente de notre rapport OTI. Donc là, pour y revenir, ce sont des objectifs statutaires, vous voyez, ils sont qualitatifs et donc, pour que le comité de mission et l'OTI puissent travailler, il faut les décliner en objectifs opérationnels. Mais ça, je l'ai déjà abordé dans un autre webinaire. Donc, si on approfondit, on revient sur un sujet qui est, du coup, le travail de l'OTI et du comité de mission et sur l'évaluation en général. Donc, tout simplement, pourquoi être évalué? Donc là, je me suis appuyée, en fait, sur 2 idées qui m'ont marqué, l'une de la communauté des entreprises à mission et l'autre de la commission RSE de la CNCC. C'est que, l'entreprise, en fait, elle a toute latitude pour définir sa mission, qu'elle soit sur un champ très réduit ou avec une vocation extrêmement large, comme un peu la nôtre, de participer à changer le monde. Et donc, en fait, pour que cette contribution à un bien commun soit véritable, en fait, il faut bien qu'il y ait une contrepartie, en fait, recherchée pour que il y a une vraie robustesse en fait derrière ces engagements et des preuves qui soient apportées. Donc c'est une bonne idée d'avoir une contrepartie indispensable à la liberté et à la latitude laissée à l'entreprise de définir ses propres engagements.
Et puis, ben, c'est aussi une sorte de garantie contre, alors on parle de greenwashing de manière générale, mais là en particulier ce serait de mission washing, dans cette idée qu'en gros, peut-être l'effet opportun et différenciant de ce proclamer société à mission soit très communicante, mais soit pas suivi d'actes, et d'actes qui soient vérifiables, opposables, et donc l'entreprise doit rendre compte, et ça serait le rôle aussi du coup de l'OTI sur ces éléments-là. Et donc, c'est quand même d'autant plus d'actualité parce que je suis tombée sur un petit site, un petit article du think tank Monsieur Mondialisation, qui disait que la Commission européenne avait un peu étudié différentes communications d'entreprises du e-commerce et que sur leurs allégations écolo, naturelles, bio et compagnie, et qu'en gros, il y avait plus de 40% en fait, des allégations qui étaient proclamées dans une visée marketing qui étaient quand même fallacieuses ou du moins très partielles. Donc, et c'est là où, à mon sens, typiquement, le rôle de l'OTI, il est vraiment prépondérant en termes de choix et de support de ces différents objectifs sociaux et environnementaux. Je vais y revenir. Et du coup, on peut se poser la question, pourquoi être doublement évalué? L'un, du coup, par le comité de mission et puis par l'OTI. Alors, il faut savoir qu'on est sur 2 temporalités différentes, je vais y revenir, mais c'est qu'aussi, ce sont 2 partenaires. Donc, je dis bien partenaires parce qu'en fait, pour moi, c'est en fait, des agents qui vont contribuer à la réalisation de la mission de l'entreprise. En tout cas, moi, je le place à ce niveau-là, que ce soit côté conseil ou côté audit, bien sûr. Mais c'est vraiment un partenaire pour aider l'entreprise à réaliser sa mission et à avoir les meilleurs moyens possibles pour avoir la plus forte contribution à ce bien commun. Et donc, ce sont 2 partenaires, mais qui sont très complémentaires et assez différents. Le comité de mission, il est hybride parce qu'il faut qu'il y ait au moins un salarié et avec du coup d'autres personnes autour, mais il est à la fois interne et externe parce que il peut aller très loin dans ses préconisations. Il peut être du coup voilà, force de proposition et être réuni autant que nécessaire selon les besoins de l'entreprise. Par contre, l'OTI, lui, du coup, il faut qu'il garde vraiment de la distance. C'est sa prise de recul et sa distance qui va lui permettre d'avoir un avis avec plus d'indépendance et qui va servir plus globalement les parties prenantes derrière. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir finalement ces 2 partenaires qui viennent challenger l'entreprise sur sa mission et ce qu'elle met en œuvre pour réaliser sa mission. Donc, si on reprend, je reprends juste les termes en fait de l'article 210.10. Donc, le comité de mission, il a pour rôle de suivre exclusivement le suivi de l'exécution de la mission. Il est, lui, sur la dimension mission et l'exécution de la mission. Et il doit se prononcer sur l'exécution de la mission tous les ans via un rapport de mission qu'il remet et qu'il joint au rapport de gestion. C'est important d'avoir cette précision sur le fait que le rapport de mission soit joint au rapport de gestion, c'est-à-dire qu'en gros, la direction générale d'entreprise, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, n'a pas voix au chapitre sur les conclusions de son rapport de mission, parce qu'il est joint, il n'est pas intégré. Et là-dessus, les mots juridiques ont tout à fait leur nuance très, très importante. Et comme je vous disais, il doit être du coup, doit impliquer au moins un salarié dans l'entreprise pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et donc voilà, le comité de mission, il est sur vraiment l'exécution de la mission. Et donc, pardon, je reviens. Je vous ai mis une petite photo du coup d'une horde d'éléphants. C'est pas juste pour le plaisir de voir le Kilimandjaro, c'est simplement cette image qu'en fait, à mon sens, le comité de mission, il peut être un guide aussi pour l'entreprise. En ayant du coup ce côté hybride interne et externe et en ayant du coup des expertises et des compétences ramenées par des personnes externes à l'entreprise, il peut guider l'entreprise dans la réalisation de sa mission. L'OTI, du coup, lui, il est focalisé sur les objectifs au niveau de la loi parce qu'il doit du coup se prononcer sur l'exécution des objectifs socio-environnementaux, c'est-à-dire se prononcer sur l'atteinte des objectifs sociaux et environnementaux. Et lui, il remet un rapport du coup, qui est joint au rapport de mission, qui est lui-même joint au rapport de gestion. Selon la loi, il doit se réunir au plus tard tous les 2 ans pour se prononcer sur du coup l'avancée vers les objectifs du coup statutaires. Et on va y venir du coup. Le travail en fait de la commission RSE de la CNCC, ça a été de définir plus globalement ces diligences qui vont au-delà, si on peut dire, qui traduisent notre appréciation du coup de ce travail sur l'exécution des objectifs. Donc là déjà, on voit déjà en tout cas 2 aires de jeu différentes entre le comité de mission et l'OTI.
Donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, l'OTI, pour poursuivre. En gros, tel qu'on le dit, et je suis aussi très modeste et modérée par rapport à ce qu'on peut vous traduire aujourd'hui dans ce webinaire, c'est notre positionnement qui se traduit quand même à travers des éléments factuels et de place, de place professionnelle, mais ça reste aussi notre propre, du coup, appréciation des choses et du rôle que nous, on se donne en tant qu'OTI, et qu'on souhaite que les autres OTI suivent aussi. Petit aparté, les OTI, si vous avez besoin de plus d'informations sur qui est OTI, qui peut véritablement réaliser du coup l'audit de votre qualité de société à mission ou comment le devenir, n'hésitez pas, on peut en parler à la fin lors des questions ou du coup directement, vous avez mes coordonnées, je serais ravie de vous en parler plus amplement. Globalement, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette partie société à mission. J'ai commencé comme ça en disant que j'étais passionnée par ce sujet, mais donc voilà, j'ai essayé de restreindre vraiment sur ces éléments de périmètre pour l'un et l'autre. Donc, l'OTI en tant que tel, il va travailler à 3 niveaux pour faire simple. Donc, il va regarder la présence des informations qui sont requises, la cohérence et la pertinence de ce qui est mis en œuvre et de la démarche globale que, du coup, c'est doté l'entreprise. Et bien sûr, sur l'exécution, l'atteinte des objectifs. Donc, sur du coup, la présence des informations, il faut que l'OTI vérifie qu'il y a bien une raison d'être statutaire, des objectifs sociaux et environnementaux. Les modalités de suivi du coup, de ces objectifs sont aussi du coup présents dans les statuts, qu'il y a bien un comité de mission qui soit du coup nommé, qu'il ait bien du coup remis du coup des rapports de mission annuels. Et c'est tout un tas d'éléments, déjà, on va dire, qu'il faut cocher pour commencer la mission. Après, il a un travail qui va être assez, je pense, du coup, propre à chaque OTI, à chaque appréciation, qui va se passer beaucoup par de l'étude de la documentation et des entretiens. C'est ce que nous, on a eu, du coup, évidemment, par notre OTI, mais il faut être là encore très modeste. On va tous apprendre au fur et à mesure, donc on va tous s'outiller au fur et à mesure. Mais voilà, beaucoup d'entretiens et d'études de documentation et de prise de recul pour savoir si il y a une vraie congruence entre les activités de l'entreprise, sa raison d'être, les objectifs sociaux et environnementaux qu'elle a du coup s'est donné et qui du coup déclinent cette raison d'être, et après du coup les moyens de mesure en fait de l'atteinte de ces objectifs. Tout ceci en ayant quand même une certaine appréciation des enjeux environnementaux et sociaux de l'entreprise. C'est pour ça que aujourd'hui, dans le décret du 2 janvier 2020, il est dit que les OTI, globalement, vont mener les mêmes diligences que celles de vérification de la déclaration de performance extra-financière, et que ce sont grosso modo, jusqu'à présent, les mêmes OTI qui peuvent faire ce travail. Et donc, c'est important qu'il y ait, du coup, parmi ces évaluateurs, quand même, des personnes qui soient vraiment sensibilisées, enfin, c'est même pas sensibilisées, c'est vraiment compétentes sur les impacts directs et indirects que peuvent générer du coup que peut générer une entreprise pour avoir un regard critique du coup sur la portée des objectifs qui ont été définis par l'entreprise, en plus de la congruence que je vous ai expliqué depuis les activités de l'entreprise jusqu'à du coup ces objectifs. Tout ça pour dire, et là vraiment c'est ce que nous on porte, c'est que en fait une société à mission, soit on est avec du coup cette mission sociétale. Il y a beaucoup d'entreprises là qui commencent du coup à faire un peu qui font un petit peu du coup de l'actualité, qui peuvent se dire mission native, mais il y a celles en gros qui sont en cours de réflexion, qui sont en chemin et qui vont être dans une démarche transformative. C'est pour ça que pour nous on place le travail sur la société à mission beaucoup plus forte, à un niveau beaucoup plus stratégique et du coup à une portée pour la société civile beaucoup plus importante qu'une démarche RSE que nous portons pour autant, bien sûr, mais là où la société à mission, en tout cas, je le répète, pour nous, doit amener à une transformation du business model en tant que tel. Et tout ça pour dire, du coup, voilà, que les OTI, en tant que tels, pour ceux qui se positionnent, qui le sont déjà pour les quelques-uns qui ont, à notre vie, selon nous, qui ont planché sur le sujet, et pour ceux qui voudraient le devenir, pour moi, il y a un vrai rôle sociétal de ne pas décrédibiliser la démarche de société à mission et la portée, du coup, de ce type de démarche, si on peut dire, en étant très indulgent sur des objectifs qui seraient
peut-être à une visée plus communication que véritablement transformative. Voilà, comme ça vous avez un petit peu la température de comment nous on voit les choses. Pour revenir du coup sur le périmètre d'évaluation de l'OTI, donc il va regarder la cohérence en fait entre ce que lui il aura capté au travers des échanges et de l'étude documentaire notamment et de ses différentes recherches par rapport à ce qui ressort dans les différents rapports du comité de mission, donc pour identifier potentiellement des incohérences et puis les creuser. La cohérence et congruence entre les activités, la raison d'être, les objectifs socio-environnementaux, ça je vous l'ai déjà dit, et aussi la pertinence en fait des différents processus qui ont été mis en œuvre pour définir sa raison d'être, définir ses objectifs et ainsi de suite. Et donc nous typiquement, notre OTI nous a demandé, bon, ok, vous avez défini, comment vous avez défini votre raison d'être, par quels outils et par quelles du coup, étapes vous êtes passé pour la définir, et de la même manière, ce furent les mêmes questions pour nos objectifs statutaires et leur déclinaison en objectifs opérationnels. Donc, et ils ont demandé des preuves, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de pertinence des processus pour structurer et formaliser, du coup, cette démarche. Sous-entendu, ça ne peut pas être que des vœux pieux, ça ne peut pas être que des annonces et des actes. Il faut aussi mettre en place vraiment des modalités vérifiables pour prouver la robustesse, en fait, de la démarche. Et pour poursuivre, il se prononce aussi, du coup, sur l'exécution des objectifs. Donc, si vous l'avez compris, je le fais très court parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais les objectifs statutaires doivent être traduits en objectifs du coup opérationnels et donc annuels et qui soient vérifiables, contrôlables, opposables. On doit pouvoir savoir si on a atteint l'objectif ou pas. Et donc, le travail du comité de mission, c'est aussi de regarder en fait les trajectoires qui ont été réfléchies par l'entreprise. Donc, je vais vous illustrer ça. Nous, vous avez peut-être retenu qu'on a un objectif statutaire lié au climat où on veut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre par personne. On l'a traduit en objectif opérationnel à 2025 de diviser de 2/3 nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2020. Et du coup, entre 2025 et 2020, il y a des objectifs annuels sur lesquels l'OTI et le comité de mission vont regarder. Mais là, l'OTI, il va questionner aussi un petit peu le comité de mission pour savoir, bon, OK, il y a les trajectoires, en gros, qui ont été pensées sur le papier, et puis il y a les trajectoires réelles. Vous, comité de mission, comment vous vous positionnez par rapport à ce décalage potentiel entre les deux? Et donc, c'est pour ça que c'est formulé sous l'idée de l'anticipation des résultats, en fait, qui peuvent être attendus. Et sous-entendu, est-ce qu'il y a peut-être des moyens supplémentaires à allouer, en fait, à ces objectifs pour être sûr d'atteindre les cibles? Après, il y a bien sûr, du coup, l'OTI regarde au titre de l'exécution des objectifs s'il y a bien les moyens financiers et non financiers pour, du coup, les atteindre, assez classique. Et comme, du coup, l'entreprise doit aussi être dans une certaine redevabilité, elle doit faire preuve un petit peu de son avancée vers les objectifs, et elle doit amener des indicateurs. Et du coup, l'OTI, il va regarder du coup la fiabilité et la cohérence des indicateurs et des processus pour les calculer. Donc nous, on a dû prouver comment on avait calculé nos différents indicateurs sur nos objectifs statutaires. Et aussi, dans le cas où en fait on ne peut pas justifier, amener tous les éléments de preuve, du coup à l'OTI, lui, il va être dans une logique en fait d'avoir les raisons pour lesquelles on ne peut pas se conformer en fait à ce qui est demandé. Donc c'est le principe de comply or explain et en français appliquer ou expliquer. Tout ça pour arriver en fait à une conclusion dans l'avis motivé de l'OTI, à savoir est-ce que les objectifs ont bien été du coup atteints ou pas, lesquels n'auraient pas été atteints et pour quelles raisons, et potentiellement si l'OTI décèle trop d'incohérences entre du coup la raison d'être, les objectifs et les moyens mis en œuvre, au regard encore des enjeux sociaux et environnementaux de l'entreprise, il peut aussi être dans l'impossibilité de conclure sur l'exécution des objectifs. Et tout ça, du coup, ce rapport de cet avis motivé, il est joint au rapport de mission, mais lui, il doit être public sur le site internet de l'entreprise pendant 5 ans. Et donc là, c'est là que je vous disais, du coup, c'est aussi une garantie pour les parties prenantes d'avoir un avis externe sur, du coup, les moyens mis en œuvre par l'entreprise pour pour réaliser sa mission. Petit spot pub, parce que je ne vous ai pas présenté. Donc, j'espère que je vous ai encore tenu en haleine jusqu'à maintenant. Donc, simplement, dans le cabinet de Saint-Front, on est donc une belle douzaine de semeurs et semeuses engagées. On est basé à Toulouse, mais avec un rayonnement
nationale. Ce qui nous motive tous les matins, c'est de faire progresser les entreprises. Et on est surtout aux côtés de PME et d'ETI, que ce soit avec la dimension audit ou la dimension conseil, pour les faire progresser. Nos secteurs d'activité sont vraiment très larges, on a une aire de jeu très large. On se tient au courant et on contribue à différents groupes de travail, donc en particulier sur la société à mission, mais aussi plus largement sur tout ce qui se fait sur les démarches RSE. On est l'une des premières, si ce n'est la première entreprise auditée société à mission. Et pour, du coup, se prêter à l'exercice de la plupart de nos clients, on a aussi rédigé notre propre déclaration de performance extra-financière que vous pouvez aller parcourir sur notre site internet. Et pour revenir à la dimension très audit en tant que telle et OTI, on était un des premiers cabinets accrédités par le COFRAC pour réaliser l'audit de rapport RSE. Mais Pauline de Saint-Front, mon associée, est aussi évaluatrice COFRAC. Donc, on est assez au courant de ce qui se passe. Si vous en voulez en savoir plus, vous savez quoi faire. Et nos, du coup, domaines d'expertise, là où on veut apporter de la valeur ajoutée à nos clients, il est un peu sur trois piliers. Le conseil RSE, donc accompagner aussi bien les entreprises qui ont besoin un petit peu de mettre en lumière ce qu'elles font via, du coup, un package d'indicateurs et de support de communication dédiés avant de lancer un plan d'action. Celles qui ont besoin de structures et de véritablement mettre en place une stratégie RSE, jusqu'à celles qui veulent devenir société à mission depuis zéro, c'est-à-dire elles ont besoin de définir leur raison d'être, jusqu'à être auditées, évidemment. Comptabilité universelle, c'est du coup un outil inventé du coup, et créé par Jacques de Saint-Front, notre fondateur, sa fille Pauline et Michel Veillard, qui est là pour mesurer la création de valeur au pluriel d'une entreprise. Et la partie audit RSE, donc audit de rapport et déclaration de performance extra-financière, ou audit de société à mission, comme on a en ce moment. Et nous, on essaie vraiment d'axer beaucoup sur la formation des personnes et sur, du coup, de la montée en compétences en permanence et d'être à l'écoute de nos clients, que ce soit, du coup, des toutes petites tailles, des TPE, voire, du coup, des jolis, des petits grands groupes, si je peux me permettre. Fin du spot. Je repasse à l'essentiel pour vous. Donc maintenant, si on étudie le périmètre d'évaluation du comité de mission, c'est assez liminaire quand même dans la réglementation. Le petit 3 de l'article 210 du Code du commerce est assez court parce qu'il parle d'un suivi de l'exécution de la mission. Donc, tel que ça a été traduit, je peux renvoyer à un livrable de la commission des entreprises à mission qui débroussaille pas mal de sujets dessus et qui donne quelques billes pour se positionner. En tout cas, voilà, c'est se dire le suivi de l'exécution de la mission. On est bien sur la mission. Donc, est-ce que ça peut se réduire, si on peut dire, à évaluer les actions qui sont mises en œuvre au titre de la mission, mais aussi évaluer les preuves qui sont apportées via un reporting ou dans cette idée de rendre compte. Mais on est sur quelque chose d'assez, du coup, limité. Et derrière, en fait, il y a tout un champ des possibles, parce que la réglementation donne ce minima du suivi de l'exécution de la mission. Donc, est-ce qu'il y a bien des éléments tangibles qui montrent que la mission se déroule, en fait, en tout cas, est présente dans l'entreprise, si je peux me dire ça. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc, nous, on vous propose un peu ces plusieurs briques, dont la deuxième, et on peut considérer véritablement cette idée d'évaluer la mission au global, au-delà des actions. Donc, une mission, c'est un projet d'entreprise globalement. Donc, un projet, il faut qu'il y ait une gouvernance active et motrice sur le sujet. Il faut faire participer et écouter les parties prenantes. Il faut des moyens, du coup, que ce soit financier, bien sûr, mais technique, du temps, des personnes qui sont dédiées. Et il faut, du coup, mettre en place des actions en tant que telles, des outils. Il faut aussi, du coup, avoir des résultats, des preuves, du coup, pour savoir si on est sur la bonne direction par rapport à l'objectif final. Donc ça peut être ça qui peut être regardé par le comité de mission, largement au-delà des actions. Elle peut aussi se prononcer au-delà de l'efficacité de ces différents facteurs de réussite du projet, c'est sur la pertinence. Est-ce qu'ils sont suffisants finalement? Est-ce qu'ils sont bien dimensionnés par rapport à la raison d'être que s'est donnée l'entreprise? Et puis même, pourquoi pas, le comité de mission, il peut s'interroger sur la portée de la mission en tant que telle. Est-ce que finalement, cette contribution sociétale, est-ce que l'entreprise, elle n'a pas les épaules, un rôle qui peut aller plus loin que celui qui aurait été formulé par l'entreprise? Là, on reste bien sur cette idée de mission en tant que telle. Mais pourquoi pas, on peut aller encore plus loin, dans le sens, est-ce que le comité de mission ne peut pas avoir un rôle encore plus stratégique en allant au-delà de la mission pure que l'entreprise s'est donnée? Et donc, c'est un peu le rôle que nous, on a confié à notre comité de mission, qui s'apparente à un comité d'administration, un conseil d'administration, pardon,
pour, du coup, là, les prochains mois, peut-être première année, de vie de ce comité de mission. Peut-être qu'on inventera autre chose après. Mais donc, du coup, là, notre comité de mission, eh ben, il challenge l'ensemble de notre stratégie en tant que tel. Il peut nous challenger, nous, en tant que dirigeante avec Pauline. Et il peut aller, du coup, challenger la direction en demandant, est-ce que vous avez vraiment mis les moyens, est-ce que vous êtes en capacité de vous transformer pour aller vers votre raison d'être, qui est cette idée de futur souhaitable que vous aimeriez, du coup, réaliser. Et donc là, du coup, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus conséquent qui est confié au comité de mission, en sachant qu'il y a des points de vigilance, parce que du coup, pour avoir ce rôle-là, c'est-à-dire que du coup, il peut avoir accès à des éléments très confidentiels, très importants de l'entreprise. Donc c'est, une fois encore, et là je l'avais dit dans le premier webinaire, c'est très important de se poser la question de quel rôle on veut donner à son comité de mission avant de définir qui on veut dedans. Vraiment très important. Et puis pourquoi pas, là il y a 3 petits points, c'est la dernière brique, mais à vous de l'inventer en fait ce rôle du comité de mission. Moi je suis partie sur des éléments, on va dire, assez existants, mais on peut se mettre à rêver ou à imaginer des choses tout à fait différentes. Notamment dans le cadre pour toutes les entreprises qui ont déjà en fait un contrepoids politique à l'exécutif à travers un conseil de surveillance, une assemblée générale ou un conseil d'administration. La discussion est ouverte. Et donc du coup je vais faire vite parce que je vois le temps qui court. Pardon, hop. Du coup, voilà, nous, on a schématisé un peu ce champ des possibles avec ces 4 briques, grosso modo, mais qui sont, en gros, qui peut le plus, peut le moins. Dans le sens où nous, notre comité de mission, il se situe plutôt sur la brique bleu ciel, qui est équivalent à un conseil d'administration. Mais bien sûr, il va falloir quand même qu'il se prononce sur ce qu'on a mis en œuvre pour atteindre, du coup, pour réaliser notre mission. Et il va devoir, il a déjà produit un rapport de mission au-delà de ce que, qui est une partie, du coup, du champ qu'on lui confie. Et donc, pour reprendre un petit peu et remettre d'autres mots sur cette idée de l'évaluation de la mission, qui me semble déjà une brique très intéressante pour la plupart d'entre nous, c'est que l'entreprise, du coup, elle peut confier à son comité de mission d'évaluer l'efficacité des moyens qui sont mis en œuvre et des moyens au pluriel qui sont mis en œuvre pour réaliser la mission, mais aller chercher aussi, pourquoi pas, des questions sur la pertinence de ce qui est mis et est-ce que c'est suffisant. Donc voilà. Et pour terminer, du coup, en synthèse, qui reste quelque chose de, du coup, à compléter, qui n'a aucune vocation à être, du coup, exhaustif, c'est que, en tant que tel, l'objet de l'évaluation du comité de mission, le minimum réglementaire, vous l'avez vu, c'est suivi de l'exécution de la mission, et après, ça peut s'ouvrir à quelque chose de très large et qui reste à inventer. L'OTI, lui, c'est l'exécution, l'atteinte des objectifs sociaux et environnementaux, sachant qu'il peut tout à fait intervenir au-delà, et c'est même recommandé que l'OTI puisse avoir une sorte d'intervention en fait en amont de la modification des statuts pour challenger les objectifs, voir la raison d'être, dans le sens est-ce qu'elle est suffisamment complète, est-ce que les objectifs sont à la fois suffisamment ambitieux et réalistes. Et quand je parle d'objectifs, c'est aussi bien les objectifs statutaires qu'après leur déclinaison opérationnelle qui vont derrière donner des plans d'action. Le rapport du coup du comité de mission s'appelle un rapport de mission qui est annuel. Et l'OTI, c'est un avis motivé qui est au plus tard réalisé tous les 2 ans pour les entreprises de plus de 50 salariés, ou 3 ans pour celles de moins de 50 salariés. La force juridique de l'un et l'autre, c'est que le rapport de mission, il est joint au rapport de gestion, et en fait, c'est la même force juridique pour le rapport de l'OTI, parce qu'il est joint au rapport de mission et donc au rapport de gestion. Ça fait beaucoup de rapports, tout ça, je suis bien d'accord. Et donc, du coup, la publication du rapport en tant que tel, pour le rapport de mission, lui, c'est sur la base du volontariat, en sachant que ça peut être recommandé, parce que c'est une démarche qui est plutôt en open source et qui est plutôt dans l'idée d'être dans la transparence, donc c'est plutôt recommandé, mais ça reste à la discrétion de l'entreprise. Là où le rapport de l'OTI, lui, obligatoirement, il doit être public et présent sur le site internet pendant 5 ans. Le mandat en tant que tel, donc le rôle qu'on peut donner du coup au comité de mission, il est à définir, vous l'avez bien vu, et puis sa durée, du coup c'est pareil, elle est à définir en tant que tel, les modalités de renouvellement. C'est pour ça que typiquement, il peut être recommandé de créer une sorte de charte de fonctionnement du comité de mission, et tout ça, c'est aussi, on apprend en faisant, clairement. Là où pour l'OTI, il est mandaté pour 6 ans. Les expertises ou les agréments ou les compétences, grosso modo, nous on recommande fortement que les personnes que vous faites intégrer à votre comité de mission, elles puissent vous challenger et vous être utiles sur l'ensemble en fait, des dimensions de votre raison d'être. Mais par contre, il n'y a aucune qualification exigée de qui que ce soit sur le sujet. Là où pour l'OTI, il faut qu'il soit accrédité par le COFRAC. Et ce qu'il y a dans les tuyaux, c'est qu'on sort de l'ISO 17020, qui est la norme sur laquelle les OTI, nous sommes du coup accrédités pour la réalisation, pour la vérification des DPF.
et qu'on va tous passer à l'ISO 17029 très bientôt. Et enfin, pour la communication, elle est fortement recommandée évidemment de la part du comité de mission vers les organes sociaux et que ce ne soit pas juste le fait de se réunir une fois dans l'année et de donner un rapport, que ce soit plutôt quelque chose de continu. Et pour les ETI, pourquoi pas. Et comme je vous le disais, typiquement en amont en fait, de différentes réflexions qui vont être après figées dans le marbre dans les statuts. 35 minutes, j'ai fait trop long, pardonnez-moi, mais s'il faut, je peux rester un peu plus que jusqu'à 11h45. Eh bien, c'est à vous pour vos questions maintenant. Et j'espère que ça a été clair. Et merci pour votre présence. Alors. Ah, pardon, je parlais trop vite. Ah, je suis navrée. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc, beaucoup d'entreprises à mission sont petites ou très petites. À votre avis, le travail d'évaluation du comité de mission doit-il être aussi poussé que le job, rapport de mission, du référent de mission? Oui, Antoine. Alors, ce qui est recommandé, c'est qu'en effet, pour les petites entreprises, on est sur simplement un référent de mission, qui est le minimum de réglementaire, et qui, a priori, est plutôt un salarié. Et c'est là où c'est difficile d'être indépendant, en fait, dans l'évaluation. Et donc, on recommande plutôt, même si c'est, ce n'est qu'une recommandation, d'avoir au moins 2 personnes dans un mini comité de mission, ce qui fait que il peut y avoir déjà un contrepoids, une plus forte indépendance dans l'évaluation et peut-être du coup un champ des possibles un peu plus fort que du coup quand c'est un seul référent. Alors, est-ce que, bonjour Odile, pouvez-vous nous expliquer le lien entre rapport de mission et la DPEF? Est-ce que ça ne fait pas doublon? Ça se ressemble, non? Alors, la DPEF, donc le DPEF, c'est une déclaration de performance extra-financière. Et elle est là, en fait, pour rendre compte aux parties prenantes des impacts de l'entreprise sur son écosystème au sens large. En gros, elle est là à minima, si on ne prend que du coup l'esprit de la loi, c'est l'entreprise est consciente des risques que ses activités font porter sur ses parties prenantes. Et elle explique qu'elle est consciente de ces risques et qu'elle a mis en place des politiques pour prévenir ou amoindrir ces risques-là. Et donc, on est sur des impacts sociaux et environnementaux, voire sociétaux, qui sont en fait propres à chaque entreprise, bien sûr, propres aux activités, mais qui ne sont pas toujours en fait, qui n'expriment pas suffisamment quelle raison d'être en fait l'entreprise peut se donner. Un exemple, une société, vous prenez 2 sociétés industrielles et manufacturières, dans les impacts du coup et les risques qu'elle fait porter, il y a l'atteinte à la sécurité des personnes. Donc les deux, grosso modo, peuvent se dire je vais en parler dans ma DPEF, forcément, parce que je fais porter un risque à mes salariés en les faisant travailler sur des machines, dans des conditions et compagnie. Sauf qu'en fait, sa raison d'être n'est pas forcément de s'assurer d'avoir des conditions de sécurité les plus optimales possibles. Elle a la responsabilité on est clair. Mais par contre, sa raison d'être, ces activités ont pour but, l'entreprise a été créée pour un certain but et elle souhaite devenir une entreprise qui œuvre à travers certaines activités et pour un bien commun, comme je le disais. Donc, la sécurité, c'est un risque et elle le traite dans la DPEF. La partie société à mission, c'est à quoi je sers, en son dos, et quelles preuves j'amène. Et le rapport de mission, il va porter du coup sur vraiment les objectifs le rapport de mission, il va porter du coup sur la mission que s'est donnée l'entreprise. Et en l'occurrence, les deux entreprises manufacturières, il y en a peut-être une qui s'est dit « Moi, je veux vraiment être fer de lance sur la question des conditions de travail et j'en fais un acte de ma raison d'être et donc sur lequel mon comité de mission va se prononcer. » Et l'autre qui va se dire « Non, je sais que j'ai cette responsabilité-là sur les conditions de travail, mais ça ne fait pas partie de ma raison d'être. » Est-ce que ça a répondu à votre question, Odile? Dans une SASU, il suffit d'avoir 2 personnes, et un salarié. Oui, et c'est là où en fait, en effet, merci Antoine pour la question, en fait, on se rend compte grâce au baromètre de l'Observatoire des entreprises à mission, c'est qu'il y a un grand nombre de cas où le dirigeant ou la dirigeante est dans le comité de mission. Moi, j'y vois une certaine limite, c'est qu'il y a un côté un peu jugé parti. On peut être membre du comité de mission, mais dans le sens être consulté,
mais en tout cas, absolument pas être dans les analyses et les délibérations. Et donc, c'est pour ça que, du coup, à mon sens, il y a un peu un vide, en fait, un flou sur qui est le référent de mission, s'il peut être interne ou externe à l'entreprise. Alors, quel est le budget à prévoir pour le mandat de l'OTI? Alors, je n'ai pas de fourchette à vous donner en tant que tel. Il y a des travaux à mener sur avec des entretiens et des études documentaires et des études de processus. Nous, on a l'habitude plutôt de faire un entretien où, en fait, on précise les besoins en fait, que vous voulez dans cette mission confiée à l'OTI. Et ça permet d'avoir du coup quelque chose d'ajusté en fonction du mandat que vous confiez. Mais enfin, voilà, honnêtement, je pense que ça peut être de quelques milliers d'euros parce que c'est que quelques jours à quelque chose qui peut être largement à largement au-delà de 10 ou 15 000 euros. Par qui l'OTI est-il rémunéré pour son travail d'évaluation des sociétés à mission? Par l'entreprise. Il est désigné par la direction générale de l'entreprise. Est-ce logique dans une logique d'indépendance de son avis? Oui, c'est une vraie limite. Je sais bien que l'OTI est désigné par l'entreprise, mais d'un côté, le commissaire aux comptes est désigné par l'entreprise et rémunéré aussi par l'entreprise. Et du coup, après, c'est l'intégrité, évidemment, puis toute la déontologie du métier d'OTI, enfin, la profession d'OTI ou de commissaire aux comptes, qui, du coup, garantit, et je le fais très court, en tout cas, l'indépendance de la vie des uns et des autres. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, tant que tel? N'hésitez pas si vous voulez élargir un peu au-delà de l'OTI ou du comité de mission, hein, parce que là, c'est l'objet de notre webinaire aujourd'hui, mais si vous avez d'autres questions sur Société à mission, c'est avec plaisir que nous pourrons en discuter. Et Nadia, peut-être là où j'ai parlé trop vite, si vous êtes toujours là, je crois, non, vous êtes parti. Dommage, j'aurais pu peut-être répondre à quelques questions. Alors, écoutez, merci beaucoup à tous. J'espère que ça vous a éclairci sur certains points, que ça peut être levé d'autres interrogations. Une fois encore, j'emploie ce mot de modestie. Tout est en train de se construire et de se fonder. Donc, c'est par du coup la mise en pratique et par vos questions que nous tous, en fait, on grandit sur ces questions-là. Donc, je pense que ce sujet-là pourrait être remis au goût du jour dans 1 an ou 18 mois et qu'il y aura certainement d'autres choses à dire, évidemment. Donc, merci à tous. Vous aurez un support qui sera disponible, bien sûr, en téléchargement, et vous avez ce replay aussi qui est disponible pendant 1 an si vous voulez reprendre certains éléments. Et passez une très bonne journée. Au plaisir d'échanger avec vous à l'occasion, et à bientôt. Au revoir.